Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et depuis les annonces de Donald Trump, quand on parcourt les différentes notes qui fourmillent dans le monde de la gestion de patrimoine, on a des mots comme bruit, comme fureur, comme libération. Enfin bref, voilà, il y a énormément de questions et vous l'avez certainement vu, les marchés ont largement réagi à toutes ces annonces et on a besoin de prendre le temps de se poser et de réfléchir pour voir comment aborder finalement, comment analyser tout cela de façon un peu plus posée et on va le faire grâce à Emmanuel Salle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Merci d'être là, président de la financière de la Cité. Comment est-ce qu'on évalue finalement, comment vous évaluez l'impact de toutes ces hausses de tarifs douaniers annoncées depuis quelques jours par Donald Trump ? Écoutez, Cédric, c'est tout à fait majeur. C'est tout à fait majeur. Il faut savoir que c'est quand même la hausse de tarifs la plus élevée, non pas depuis les années 30, comme on le lit parfois, mais depuis plus d'un siècle. Il faut remonter effectivement à 1909, vous le voyez, pour pour enregistrer une telle hausse de tarifs. Donc c'est tout à fait majeur. Et il faut voir qu'en 1909, les États-Unis étaient beaucoup moins dépendants du monde. C'était une économie assez largement autarcique. Et aujourd'hui, la situation est complètement différente. Donc il y a un effet absolument majeur sur l'économie mondiale. D'abord, en premier lieu sur la Chine, qui connaît la plus forte hausse de tarifs, mais également sur l'ensemble des pays du monde développé, l'Europe bien évidemment, mais également les pays émergents, l'Afrique, toute l'Asie émergente également, qui sera directement touchée. Donc c'est un effet quand même absolument majeur sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et il est assez logique d'ailleurs que les bourses en tiennent compte. Vous avez une forte baisse de la bourse américaine, une forte baisse de l'Asie, une baisse également des bourses européennes. C'est tout à fait logique. Et je crois qu'il y a en fait deux effets. Il y a deux effets. Il y a un effet immédiat qui est en fait la contraction sur l'économie mondiale, parce qu'une hausse de tarifs, c'est une ponction sur les ressources de l'économie mondiale. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, ça va peser sur toutes les chaînes logistiques, sur la vie des boîtes. Absolument. Ça pose d'abord, ça va peser sur les prix, ça va peser sur l'ensemble des chaînes logistiques, sur les canaux, les circuits qui ont été mis en place pour exporter des biens aux États-Unis. Ça va peser bien évidemment sur les Américains. Et donc, c'est une forme de ponction, de tarif, d'impôt en quelque sorte, qui est prélevé sur l'ensemble de l'économie mondiale. Alors, l'administration Trump évalue les ressources pour le Trésor américain de l'ordre de 600 milliards de dollars par an sur une période de 10 ans. C'est comme d'une certaine candeur parce que cela suppose que les marchés eux-mêmes ne vont pas s'ajuster en quelque sorte à cette nouvelle donne. On sait très bien que les circuits commerciaux vont s'adapter si Trump décide de maintenir ses tarifs. En tout cas, le premier effet, c'est celui-là. C'est une ponction sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et le second, c'est peut-être le plus grave, c'est la perte de confiance dans on peut aller jusqu'à dire jusqu'en le sérieux, en tout cas, de l'économie américaine, dans la perte de confiance envers les institutions américaines, envers la façon dont les États-Unis... Ce qu'on appelait le soft power. Effectivement, il y a le soft power, mais également on attendait finalement des États-Unis qu'ils étaient non seulement le consommateur mondial, le consommateur en dernier ressort, mais également d'intervenir dans l'économie lorsque ça se passait mal. Ce qui attirait les investisseurs aux États-Unis, c'est la cohérence de la politique monétaire américaine avec sa politique économique, c'est la visibilité de ces choix macroéconomiques. Et là, c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, on a eu des annonces, ensuite des revirements, de nouvelles annonces. Même pour les tarifs, cet après-midi, nous avons des bruits qui laissent entendre que Trump pourrait revoir sa position sur 50 à 90 pays faisant partie de l'accord. Immédiatement, les marchés reprennent 3 à 4%. Quelques minutes après, on apprend par la presse que ces bris ne sont pas confirmés par la Maison-Blanche. Du coup, les marchés retombent. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas piloter une économie, on ne peut pas piloter les investissements américains aux États-Unis dans cette situation-là. Alors peut-être que pour les tarifs, l'équipe Trump va se rendre compte du mal qui a été fait et pourrait revenir en arrière. Mais pour les investissements étrangers aux États-Unis, il y a un manque de visibilité qui, là, va laisser des traces durables. Et on ne parle pas de l'émoi des pingouins oui, et on ne parle pas effectivement de la taxation de Saint-Pierre-et-Miquelon ou Madagascar. Est-ce qu'on imagine que ça va forcément, entre guillemets, se transformer en récession économique dans les mois à venir ? Ou est-ce que cette crainte-là, qui transparaît dans toutes les réactions de marché, vous semble un peu exagérée ? Écoutez, moi, non seulement elle ne me semble pas exagérée, mais j'irais même plus loin.
j'ai le sentiment que le marché regarde uniquement les données de court terme. Il a été plus ou moins rassuré finalement par les données de l'emploi qui en fin de semaine dernière étaient plutôt favorables aux États-Unis. Donc on se disait oui, peut-être y a-t-il une récession, etc. La probabilité d'une récession devient aujourd'hui plus importante. Et il y a les deux notes quand même de Goldman Sachs ce matin, également de JP Morgan, qui ont alerté les investisseurs sur le risque de récession aux États-Unis, maintenant qui est pricé, comme on dit dans nos métiers, dont la probabilité est reconnue comme supérieure à 50% aux États-Unis. Et ça, par Goldman Sachs, c'est pas rien. Mais je crois qu'au-delà de la récession, le risque, c'est une contraction globale de la demande mondiale. Et du coup, par quels indicateurs on doit surveiller ça? Parce que le premier qui va être sûr de son coup, on se souvient de tous ceux qui ont pronostiqué avec justesse tel et tel événement, ça devient quasiment des demi-dieux vivants. Quels indicateurs, Emmanuel, vous avez envie d'avoir vraiment sur votre bureau maintenant pour appréhender cette situation américaine? Écoutez, je crois que ce qui sera absolument déterminant, c'est la position de la Fed. Si la Fed décide d'intervenir, effectivement, on peut sauver le malade, si je puis dire. En revanche, si la Fed décide de maintenir ses taux inchangés, et aujourd'hui, c'est plus ou moins quand même le pari qu'elle fait, de maintenir ses taux inchangés afin de lutter contre les pressions inflationnistes consécutives aux tarifs, je crains qu'on n'ait pas de signaux positifs à court terme. Et au-delà de cela, il y a moins d'indicateurs à court terme, d'indicateurs à haute fréquence qu'un climat général. Enfin, je suis désolé, quand on voit quand même la première économie mondiale qui est pilotée de cette façon, avec une formule d'application de tarifs dont on connaît les biais, qui a été en plus visiblement appliquée avec un certain nombre d'erreurs. Quand on voit également la clôture idéologique de l'équipe Trump, quand on voit le profil des personnes qui, semble-t-il, aujourd'hui décident de la politique économique, de la politique tarifaire, également de la stratégie américaine, on peut quand même nourrir un certain nombre d'inquiétudes. Et donc aujourd'hui, ma crainte, je vous le dis très très franchement, c'est moins une récession de court terme, une récession technique, mais plutôt une dépression, c'est-à-dire en fait une contraction globale de la demande mondiale, à laquelle personne ne fera rien pour contrer les effets. Du coup, dans cet environnement-là, quand on est investisseur, comment est-ce qu'on peut naviguer? Écoutez, je crois que c'est assez difficile parce que la question Trump a rebattu complètement les cartes, dans le pire des sens. Des situations habituelles, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du dollar parce que le dollar est supposé être une monnaie finalement sûre, un actif sûr. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas parce que le dollar baisse. Pourquoi le dollar baisse? Parce qu'effectivement, c'est la fin de l'exceptionnalisme américain. C'est d'ailleurs ce que souhaite Trump. Trump souhaite d'une certaine façon que les États-Unis redeviennent une nation comme les autres, une nation comme elle était au 19e siècle finalement. Et il ne fait rien effectivement pour empêcher cela. Donc aujourd'hui, le dollar ne doit plus être considéré véritablement comme une valeur refuge. Quand vous avez aujourd'hui JP Morgan et Goldman Sachs qui vont dans ce sens-là, ça vous conduit quand même à réfléchir. Donc je crois qu'on mettra un certain temps avant d'avoir un retour des investissements aux États-Unis. En revanche, qu'est-ce qui reste? Vous avez des monnaies qui aujourd'hui se portent bien. C'est le cas du franc suisse, bien évidemment. C'est le cas de l'euro, et c'est normal parce que l'Europe fait le nécessaire pour qu'il y ait un retour de la croissance. Et bien évidemment, c'est le cas également de la valeur refuge par excellence qui est l'or. Qui a progressé très fortement et qui et donc aujourd'hui, une stratégie entre guillemets de couverture, elle se ferait à base de Suisse, à base d'euros, à base d'or? Alors, je pense que le plus simple pour nos éditeurs, c'est l'euro, tout simplement. Et l'or, bien évidemment. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Enfin, l'or, c'est comme une monnaie, c'est comme une devise. Donc, il faut être prudent. Donc, mais 10% d'or dans les patrimoines, de façon structurelle, je pense que ça prend tout à fait son sens. Et s'agissant de l'euro, je crois qu'aujourd'hui, on peut se féliciter effectivement qu'il y a un progrès de l'euro. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on voit que les marchés européens, finalement, se sont assez bien portés depuis le début de l'année jusqu'à cet événement sur les tarifs. Et l'euro a continué de monter, ainsi que les taux d'intérêt. Et ça traduit, en fait, un retour de confiance envers l'Europe. Et ça, on doit s'en féliciter. Parce qu'une monnaie, fondamentalement, c'est une action sur un pays. Donc, si l'euro monte, c'est tout simplement parce qu'il y a des perspectives de croissance qui s'améliorent en Europe, davantage de visibilité. Et on peut considérer que, pour une fois, un pilotage macroéconomique, macro-financier meilleur en Europe qu'aux États-Unis. En revanche, aux États-Unis, avant que les investissements reviennent là-bas, je pense que ça prendra un certain temps. Surtout que vous avez vu que Trump a menacé la Taïwan, qu'il
après avoir agoni d'injures différents États. Donc si Taïwan se met dans les bras de la Chine, vous avez vu qu'il y a des manœuvres chinoises autour de Taïwan, si Taïwan est privé de la protection américaine, que deviendra TSMC? Que deviendra l'avance technologique américaine si TSMC passe dans les mains chinoises? Et aujourd'hui, rien n'est fait. Du coup, si on est taïwanais, on se dit finalement qu'on va être mangé comme les Ukrainiens. Justement, tiens, puisqu'on dit un mot de la Chine, à l'exception de cette question de Taïwan, qui est, loin s'en faut, une vraie question, mais on a l'impression qu'en ce moment, le pouvoir chinois, et figurons-le par Xi Jinping, mais fait tout pour être l'exact opposé de Donald Trump. Il souhaite la bienvenue à tout le monde, il essaie de nous dessiner un monde où chacun va commercer dans le plus grand intérêt de chacun, il essaye d'ouvrir encore plus les portes de la Chine. Enfin, on peut y croire ou pas à cette idée de se dire finalement le nouveau héros du commerce mondial, de la bonne marche de l'économie, de l'économie de marché, etc. Ce sera Pékin, ce sera la Chine. Écoutez, j'y croirais lorsque la Chine relancera véritablement son économie, ses investissements et sa consommation. Aujourd'hui, elle ne prend pas ce chemin. Elle prend plutôt le chemin de la dévaluation du yuan. Elle maintient des excédents de production, des capacités de production considérables. Donc, on va avoir des excédents de batteries, de véhicules électriques, enfin, de tout ce que vous souhaitez qui est fabriqué en Chine sur les marchés européens. Donc, la Chine, aujourd'hui, elle exporte plutôt de la déflation. Alors, c'est vrai qu'elle a un positionnement qui apparaît plus sage, de plus long terme que celui des États-Unis. Elle ne s'exprime pas de la même façon que l'administration Trump. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, je vois difficilement comment l'Europe peut compter sur un partenariat commercial équilibré avec la Chine. La Chine poursuit une stratégie de conquête de nouveaux marchés et de conquête d'imposition de ses standards technologiques. Et l'Europe apparaît comme assez fortement ouverte à cette tendance. Une fois qu'on s'est dit tout ça, et qu'on a dit la difficulté que peuvent rencontrer les investisseurs, est-ce que vous imaginez qu'il y a quand même quelques opportunités? Parce que on dit toujours qu'il faut acheter quand ça baisse, entre guillemets. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, notamment, je pense à quelques secteurs actions, peut-être technologiques, même aux États-Unis, qui ont bu le bouillon. Est-ce que, il y a des opportunités, selon vous, qui se sont peut-être créées sur ces marchés actions à l'heure de cette crise? Écoutez, aujourd'hui, je prendrai quand même un peu de temps pour revenir aux États-Unis, parce que je crois qu'il y a quand même un vrai problème de cohérence. Y compris sur le secteur technologique. Y compris sur le secteur technologique. Enfin, je pense qu'il y a véritablement un problème de cohérence de la stratégie économique, monétaire aux États-Unis. On va voir peut-être même que si Jérôme Powell, par exemple, est remercié par le président Trump, il peut être remplacé par un fanatique du retour à l'État noir, par exemple, on en a parlé. Donc, dans ce cas-là, l'effet déflationniste sur l'économie américaine sera absolument sévère. Donc, aujourd'hui, très sincèrement, les États-Unis poursuivent une forme de rêve héroïque et brutal, enfin plus brutal qu'héroïque d'ailleurs. Je crois qu'il faut les laisser purger ce moment. Et on verra que lorsque la poussière aura retombé, si on peut revenir vers les États-Unis. Je pense que pour le moment, il faut être extrêmement prudent. L'Europe offre, à mon sens, davantage d'opportunités. Et en Europe, les valeurs de la défense sont très fortement corrigées à la suite des derniers événements. Je pense que là, on a véritablement de la valeur. On a également de la valeur, je pense, sur les obligations convertibles. C'est un marché qui, finalement, a montré une très forte résistance depuis le début de l'année. Et les obligations convertibles, elles sont conçues justement pour protéger durant les périodes de baisse et accompagner les périodes de hausse. Ça, je crois que c'est un bon moment pour rentrer sur cette classe d'actifs. Et puis, bien évidemment, on a tout ce qui peut relever du secteur de la consommation domestique, enfin de tout ce qui pourrait plus ou moins participer d'une relance européenne. Alors, tout dépendra de l'efficacité du plan de relance allemand. C'est 1 000 milliards d'euros sur 10 ans, donc c'est tout à fait considérable. Les Allemands nous ont habitués souvent à promettre beaucoup et faut que ce soit faire assez transformé, peu. Donc il faut que ce soit transformé, mais il me semble là que le chemin que prend l'économie européenne est plutôt le bon. Il y a quand même un acteur clé là-dedans, c'est la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Et si les tensions financières se propagent, si le ralentissement de l'économie se confirme, il faudra vraisemblablement quand même que la BCE intervienne de façon plus nette.
Je vais vous titiller un petit peu sur peut-être des classes d'actifs qui sont moins votre genre de beauté ou moins la base de travail de la financière de la cité, mais on lit pas mal que certaines classes d'actifs, par exemple, il y a le private equity qui est souvent mis en avant, pourrait être une carte à jouer dans ce contexte-là, parce que permettant plus de résistance, etc., moins de d'à-coups et autres. Est-ce que vous dites, tiens, oui, effectivement, ce genre d'actifs peuvent être un stabilisateur, entre guillemets, d'un portefeuille, d'un patrimoine? Cédric, moi, vous savez, je préfère le grand bain des marchés à celui du private equity. Bien sûr, de très grands professionnels du private equity. Mais je lisais ce matin que beaucoup d'investisseurs institutionnels, compte tenu de la baisse des marchés cotés, étaient obligés de réévaluer leur position sur les marchés du private equity et étaient en train de demander la sortie de leurs fonds de private equity. Donc ça va générer des sorties importantes. Est-ce que ces fonds seront tous en mesure d'honorer ces rachats? La question se pose. Il faut savoir que certains institutionnels ont demandé même des sorties anticipées qui les amènent à faire une croix sur à peu près 20% de la valeur de leurs encours. Donc ils sont prêts à sortir à 80% de la valeur à tout prix, de façon à ajuster leur position, notamment pour des motifs strictement prudentiels. Ça conduit quand même à se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, lorsque les conditions financières se tendent, et c'est le cas du fait de la baisse des marchés d'actions, et que les banques centrales n'interviennent pas, puisqu'on n'est pas encore à un point où les banques centrales vont intervenir, ce sont les classes d'actifs les plus illiquides qui souffrent davantage. Et c'est malheureusement le cas du private equity. Merci beaucoup, Emmanuel. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.